Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Smart Woman, l'émission qui donne le pouvoir aux femmes. Je reçois chaque mois des personnalités engagées et convaincues comme moi que les femmes doivent prendre leur juste place dans les sphères de pouvoir économique, politique, social, médiatique, pour que la société puisse profiter pleinement finalement de son potentiel de croissance et d'équilibre. Alors aujourd'hui, je vais recevoir tout d'abord Natacha Kester-Séméon, qui est la directrice générale de l'association Jamais sans elle, qui est également entrepreneur et journaliste, mais je l'interviewerai en tant que DG de Jamais sans elle. J'aurai ensuite sur le plateau Fanny Picard, qui est la présidente du fonds d'investissement Alter Equity, qui a été précurseur dans l'investissement dans des sociétés à impact. Et puis je ferai ensuite le portrait de Rachel Delacour, qui est qui est CEO, cofondatrice de Sweep, une start-up prometteuse dans le domaine de la décarbonation. Elle nous parlera de son parcours entre la première société qu'elle a créée, Bib Analytics, et puis cette nouvelle création qui, cette fois-ci, sous le signe d'un engagement en faveur d'une cause, et elle a choisi la cause du climat. Voilà, donc elle nous parlera aussi d'ailleurs de son regard sur l'évolution des femmes dans le digital, puisqu'elle a été également coprésidente de France Digital pendant 3 ans. Bonjour Natacha Kester-Séméon. Bonjour Marie-Claire. Ravi de vous retrouver, puisqu'on s'est vu il y a très peu de temps. Alors vous êtes la directrice générale de Jamais sans elle. Jamais sans elle qui a d'ailleurs eu une semaine très dense, puisque vous avez notamment contribué à la semaine de l'industrie, et vous étiez à l'Assemblée nationale avec beaucoup de jeunes autour de vous, pour parler, avec un titre d'ailleurs mobilisateur de la séquence, puisque c'était « Garçons et filles ». Tous les parcours sont possibles. Donc c'était vraiment le thème qui vous anime et qui nous anime, de montrer que tout est possible. Alors, Jamais sans elle, franchement, le hashtag est devenu incontournable. Vous citiez une étude de l'IFOP 2019 qui disait que c'était le 4e, à l'époque déjà, le 4e hashtag le plus cité après MeToo, par exemple. MeToo, voilà, donc quand même des hashtags tout à fait emblématiques. Et puis aujourd'hui, donc sur Twitter, c'est 25 millions mensuels d'audience, donc c'est fabuleux. Moi, je dois dire que quand j'ai découvert Jamais sans elle dès le départ, j'ai été impressionné par l'évidence et la simplicité efficace du titre Jamais sans elle. Bon, alors racontez-nous comment ça s'est passé, puisque ça a démarré, je crois, en 2016. Et c'est vrai que Jamais sans elle, c'est à la fois une action, un nom et un hashtag. Mais j'y reviendrai sur le hashtag. On a eu l'idée avec Tatiana F. Salomon qui préside Jamais sans elle et un club masculin, le club des gentlemen, qui sont des entrepreneurs notamment dans le numérique. On pense par exemple à Guy Mani ou Laurence Parisot également. Et on a eu cette idée d'une première action qui est que les dirigeants masculins n'interviennent pas dans un panel s'il n'y a pas de femmes. Alors cette idée est très simple, mais en réalité à appliquer, c'est pas si évident. Mais rien que cette première action fait levier a eu énormément d'écho sur les réseaux sociaux. C'était un appel, au départ c'était un appel au niveau des dirigeants. On a publié un appel dans le journal Le Point, l'appel est publié dans Le Point justement, et en 2 heures c'est en trending topic sur Twitter. Donc on s'est dit qu'il se passait quelque chose, et on a créé l'association quelques semaines après, et en fait ça n'a jamais arrêté de se développer. Ça nous a beaucoup surpris, mais je pense qu'un des leviers, c'est vraiment le fait qu'on promeut l'égalité homme-femme avec aussi les hommes. Bien sûr. Et comme ce sont les dirigeants masculins, évidemment, la majorité qui ont le pouvoir, s'ils veulent que les choses changent, eh bien, il faut qu'ils contribuent avec nous à ces actions. Et alors aujourd'hui, en termes de résultats, qu'est-ce que ça donne? Je crois que vous faites signer, enfin je sais que vous faites signer des chartes, et en même temps, vous avez beaucoup d'actions de formation. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Quelques mots. On est parti d'une action à titre individuel qui est toujours possible aujourd'hui. Si un dirigeant nous entend, qu'il a envie de prendre cet engagement, il peut le faire en postant un message sur les réseaux sociaux, à des chartes d'engagement avec des entreprises. Donc on a Microsoft France, le groupe BNP Paribas, qui est la première entreprise du CAC 40, à s'engager à nos côtés, n'est-ce pas Marie-Claire? Tout à fait, j'en suis très fière. Voilà. Et on remercie aussi Antoine Cyr et Jean-Laurent Bonafé d'ailleurs. Et donc on est parti de cette idée d'engagement à titre individuel qu'on a déclinée pour une charte d'entreprise. Donc c'est pas une charte signée de façon désincarnée juste par l'entreprise, c'est par son dirigeant, toute son équipe dirigeante. Puis ensuite on travaille avec différents niveaux dans la structure, de managers qui s'engagent sur cet engagement et sur d'autres, comme par exemple d'atteindre un certain nombre de pourcentage de femmes au poste clé, ce que nous on appelle la gouvernance partagée. Donc en réalité c'est mener des actions concrètes communes
pour qu'il y ait davantage d'équilibre et de représentation entre les hommes. Oui, mais c'est ça qui est remarquable, c'est qu'encore une fois, sur une idée absolument simple de dire jamais sans elle, et c'est vrai que vous avez montré, et maintenant d'ailleurs ce qui est très intéressant, c'est que le réflexe est pris, et que chaque fois que nous voyons, et on en a encore vu quelques-unes ces derniers temps, mais quand on voit une une de presse où il n'y a que des hommes, on réagit immédiatement en se disant mais non, mais c'est pas normal, pourquoi n'y a-t-il pas de femmes? Et en l'occurrence, ça a un effet très 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 mobilisateur. Et effectivement, ça oblige l'entreprise signataire et l'ensemble des membres, direction générale, COMEX, etc., à respecter cela. Et c'est pas aussi évident parce qu'il faut à chaque fois se poser la question de qui est en présence et donc est-ce qu'on peut y aller ou pas? Tout à fait. Vous voyez des évolutions? Comment ça se passe? Alors on en voit parce qu'on a davantage de partenaires. On a aussi des administrations et des ministères. Le ministère de l'économie, le ministère de l'éducation. C'est très important de travailler aussi avec les administrations. C'est un autre champ de notre action. Oui, on le voit parce qu'en fait, quand vous avez un PDG emblématique, mais même un dirigeant quel qu'il soit, qui prenne la parole et qui dit vraiment, en préparant l'événement, je n'interviens pas à ce panel s'il n'y a pas de la mixité, en fait, les organisateurs changent le panel et l'année d'après, ils ne renouvellent pas la chose. Mais on voit des impacts à l'international, puisqu'on a des signataires, 1200 signataires à titre individuel dans une cinquantaine de pays. 50 pays maintenant. Oui. On a des COMEX d'entités aussi régionales. D'ailleurs, on était à BNP Paribas, à Lisbonne, Portugal, qui a signé une charte jamais sans elle. Il y a aussi des diplomates, des députés, des dirigeants, des hommes, des femmes. Enfin, oui, on voit le résultat et on le voit tout de suite. Parce que quand il n'y a pas de mixité, ça se voit. Et qu'il commence à y en avoir, s'il y en a. Mais surtout, c'est une action positive. C'est ça qui est aussi dans notre spécificité. C'est qu'on le fait ensemble et on montre l'intérêt commun. Égalité femmes-hommes, c'est aussi hommes et femmes. C'est très important de le rappeler. Et des dirigeants en sont absolument convaincus et voient aussi leur intérêt, qui est davantage de diversité et de mixité. D'ailleurs, si vous constatiez, on n'est pas là, mais si vous constatiez l'excès inverse, vous le dénonceriez de la même façon en disant jamais sans eux, puisqu'il ne faudrait pas non plus qu'on soit dans la situation opposée. Mais enfin, bon, on a encore de la marge pour en arriver là. Alors, on a maintenant un charte, dans nos engagements qui sont construits avec chaque partenaire, on a un engagement qui s'appelle mixité équilibrée. Les entreprises ou administrations signataires s'engagent aussi, ce qui n'est pas des panels 100% féminins. C'est très important, c'est dans les deux sens. Donc d'ailleurs, c'était un des messages de notre journée Jamais sans elle à l'Assemblée nationale, c'est de montrer qu'il y a des métiers majoritairement masculins ou majoritairement féminins. C'est toujours les deux. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. C'est toujours l'équilibre. Et alors, juste en un mot, l'objectif maintenant, la prochaine étape, c'est quoi ? C'est le développement au niveau européen, puisqu'on commence à avoir des relais, et aussi le développement avec des jeunes, puisqu'on a un nouveau pôle jeunesse avec des étudiants. Que vous avez lancé d'ailleurs à l'Assemblée nationale la semaine dernière. En partenariat avec la Confédération nationale des juniors entrepreneurs. Donc on a déjà des représentants dans une cinquantaine d'écoles. Et on a des relais au niveau européen, puisqu'on a aussi beaucoup de relais dans le monde diplomatique. Mais surtout, on veut transformer Jamais sans elle en une fondation qui puisse mener des actions très concrètes et toujours et dans la collaboration et mélanger. Nous, on pense beaucoup que c'est société civile, entreprise, administration. On a à apprendre les uns des autres, à diffuser les bonnes pratiques. Absolument. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Mais ça fonctionne. Vous parlez d'or. Écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage et pour représenter véritablement ce féminisme d'action qui revendique d'ailleurs son universalisme et son humanisme et qui est vraiment pour une gouvernance partagée avec les hommes, mais surtout pas contre les hommes. Tout à fait. Nous sommes bien d'accord. Merci à vous. Merci beaucoup, Natacha. À bientôt. Je vais recevoir, juste après vous, Fanny Picard, qui, elle, est engagée dans tout ce qui est justement responsabilité au travers de l'investissement. Et vous allez voir qu'elle est aussi, bien évidemment, préoccupée, soucieuse et engagée pour que les femmes soient présentes à tous les niveaux. Merci beaucoup, Natacha. Merci. Bonjour, Fanny Picard. Bonjour Marie-Claire Capobianco. Très heureuse de vous recevoir, Fanny. Très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. Alors Fanny, vous avez débuté votre carrière dans la finance. Oui. Et puis après, en 2007, vous avez décidé de créer un fonds d'investissement particulier que vous avez appelé Alter Equity. Et on peut clairement dire, vous le dirigez toujours bien sûr, puisque ce fonds a continué, vous allez nous en parler. Et on peut vraiment dire que vous avez été précurseur, puisque vous étiez dans un monde qui était éminemment masculin, le fonds d'investissement. Et par ailleurs, vous avez décidé, vous avez sans doute été parmi ou la première, je ne sais plus exactement, mais à vouloir financer des entreprises que l'on appelait à l'époque responsables. Ça s'appelle toujours, mais aujourd'hui, on emploie le terme de fonds à impact, d'entreprise à impact, et vous êtes devenue la référence en termes de financement à impact. Merci beaucoup. Alors, vous aviez baptisé ce fonds Alter Equity, c'est un peu une
profession de foi en quelque sorte. Oui. Donc, Alter Equity, qu'est-ce que vous y mettiez à l'époque? J'y mettais l'attention la plus profonde à l'autre, l'altérité, et dans la prolongation de l'altérité, l'humanisme, dans un ancrage de respect, de considération, de volonté de valoriser l'autre, de faire toujours particulièrement attention à la dignité de l'autre. Et dans ce contexte-là, vous aviez choisi à la fois des thématiques malgré tout d'investissement, sans doute, au-delà de l'idée de fond qui est toujours présente, et vous aviez choisi de soutenir, alors pas spécialement des femmes d'ailleurs, parce que c'était dans l'altérité, mais ce n'était pas un thème en tant que tel. Parlez-nous un petit peu du parcours que vous avez eu par rapport aux thématiques que vous avez choisies. J'étais, dans mes dernières fonctions, directrice des opérations financières de la holding d'investissement Wendel. Et j'ai souhaité, à cette époque, aux côtés de mon activité professionnelle, m'engager en direction de la diversité. Et j'ai aidé un certain nombre de jeunes des quartiers à trouver des stages dans des grands groupes, dont BNP Paribas d'ailleurs, à l'époque où vous étiez une dirigeante principale de ce groupe. Et au départ, j'ai souhaité créer un fonds qui soutiendrait financièrement des jeunes de couleur, de minorités visibles, avec l'idée que de même qu'ils sont objets de discrimination dans leur vie quotidienne, ils devaient l'être dans l'accès aux fonds propres. Et à l'époque, je faisais particulièrement attention aux femmes. Et donc, en plus de cette idée de diversité ethnique, je souhaitais aussi soutenir une diversité de genre, donc investir dans des entreprises qui seraient dirigées par des femmes. Et puis, sur ce chemin, il s'est passé un certain nombre de choses qui ont fait profondément évoluer le projet, qui est devenu d'investir dans des entreprises dont l'activité est utile aux personnes d'une part ou à l'environnement d'autre part, et à qui nous demandons en outre de progresser dans leur pratique de gestion vers plus de responsabilité sociale et environnementale. Et les questions de diversité au sens large, de genre mais aussi ethnique et autres. Et hommes-femmes. Hommes-femmes, vis-à-vis des personnes plus âgées, vis-à-vis des personnes plus jeunes, vis-à-vis des personnes handicapées, vis-à-vis de personnes qui ont des orientations sexuelles différentes, etc., est un des axes majeurs. C'est le premier principe de notre charte de responsabilité d'Alter Equity. Voilà, donc c'est la philosophie d'investissement d'Alter Equity. Investir dans des entreprises dont l'activité est utile aux personnes ou à la nature et qu'elles progressent dans leur pratique de gestion vers plus de responsabilité, y compris et en commençant par cette question de diversité. C'est intéressant parce que vous n'aviez donc, vous avez expliqué le cheminement par lequel vous étiez passé, mais donc il n'y avait pas, parce qu'aujourd'hui on commence, et c'est à peine le début, on commence à avoir des fonds d'investissement spécifiques pour financer des femmes entrepreneurs. Ça commence à peine. Sista, j'ai reçu Tatiana Jama qui vient de lancer avec Sista un Sista Fund pour financer des entrepreneurs. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. C'était sans doute trop tôt d'ailleurs pour le faire à l'époque. Mais malgré tout, vous, dans vos participations, de ce que vous m'avez dit, dans le premier fonds, vous avez déjà 30% de... Absolument. Bon, c'est quand même déjà remarquable. Nous avions 4 entreprises sur 12 dirigées par des femmes, ce qui, à l'époque, constituait un record en France. Absolument, mais encore, hein, c'est encore remarquable, oui, bien sûr, puisque les levées de fonds, les femmes sont malheureusement très peu représentées, donc 30%, c'est encore très bien. Effectivement, aujourd'hui, selon Sista, 16% seulement des start-up sont dirigées par une équipe de management comprenant une femme. Et seulement 8% des start-up sont dirigées par une équipe exclusivement féminine. Donc cette représentation féminine est très faible. Ce qui veut dire que vous, en fait, vous avez eu ces 30% parce que vous avez sélectionné des entrepreneurs qui avaient la fibre que vous recherchiez. Et il se trouve que vous avez... à l'intérieur de ce chapitre, vous avez rencontré donc des femmes. Exactement, exactement. Il ne fait pas partie aujourd'hui de notre philosophie d'investissement en tant que telle d'investir dans des entreprises dirigées par les femmes. Si on peut donner un petit coup de main, on le fait. On est assez sensible, très sensible à ce sujet, mais ça ne fait pas partie de notre philosophie d'investissement qui était déjà à l'époque profondément disruptive. Oui, et donc on ne pouvait pas... accumuler les... Non mais moi je suis marquée par le fait que justement en n'ayant pas mis cet accent-là au départ, néanmoins vous soyez à ce niveau-là, ce qui veut sans doute dire que les femmes se sont lancées dans des entreprises qui correspondent davantage sans doute à ce que vous recherchez, puisque 30% c'est un chiffre important. Et de la même façon, vous m'avez dit que dans votre équipe vous aviez
8 femmes dans l'équipe sur 11 et 3 associés sur 5, si je ne me trompe pas. Donc là aussi, vous avez vraiment plus de femmes que d'hommes. Absolument. Et vous n'avez pas voulu non plus le faire ainsi, ça s'est trouvé... Pas du tout. Dans les deux cas, nous avons choisi les personnes qui nous semblaient les plus adaptées, mais probablement ce qui nous distingue de nos confrères masculins, c'est que je n'avais aucun biais par rapport à la féminité de mes interlocuteurs ou interlocutrices. Et par ailleurs, probablement aussi, ou peut-être en tout cas, les femmes se sentent au moins de crainte dans un univers qui est déjà féminisé. Et une des choses qui me frappe dans notre équipe, c'est que, notamment chez les plus jeunes, nos analystes, elles sont complètement à l'aise. Elles sont elles-mêmes. Elles n'ont pas à se transformer. Elles n'ont pas à devenir des hommes pour être respectées dans une communauté d'hommes comme vous peut-être, mais en tout cas moi, j'ai dû vous le au faire. départ, oui, bien sûr. Oui. Oui. C'est bien. Voilà. Finalement, voilà, écoutez, on va s'arrêter là-dessus parce que c'est quand même très, très positif de se dire que spontanément, et parce que vous n'aviez pas de biais, puisque c'est ce que je note, vous n'aviez pas de biais négatif. Finalement, ça a fonctionné et vous avez donc trouvé tout à fait logiquement qu'il y avait quasiment autant de femmes que d'hommes qui pouvaient prétendre à la fois faire de l'investissement et à la fois faire de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup Fanny pour ce témoignage et pour votre action. Et ça vous intéresser parce que je vais recevoir après vous, mais je crois que vous la connaissez déjà, Rachel Delacour, qui est justement une entrepreneure à impact. Absolument. Donc vous allez retrouver des thématiques qui vous intéressent. Merci beaucoup. Merci à vous. Et Rachel Delacour qui va vous dire qu'il faut que les choses aillent beaucoup plus vite, et je le pense aussi. Merci. Merci Fanny. Bonjour Rachel Delacour. Bonjour Marie-Claire. Merci d'être venue jusqu'ici. Rachel, j'ai souhaité vous faire parler de votre parcours alors même que vous dirigez une start-up et non une PME, alors que c'est mon parti pris d'invitation dans cette séquence portrait, c'est plutôt une patronne de PME. Mais je trouvais intéressant de vous faire venir parce que je trouve que vous allez pouvoir nous expliquer la façon dont vous êtes passé finalement d'une première entreprise, BIM Analytics, à celle que vous venez de lancer dans Sweep, qui est une entreprise justement à impact. Et je pense que c'est intéressant de voir ce parcours et de voir que vous avez besoin de cet engagement pour que ça donne un vrai sens à ce que vous faites. Et vous avez choisi un thème qui est en plus ô combien important, puisque vous êtes sur le thème de la transition climatique. Donc c'est tout à fait dans l'air du temps. Alors, si on reprend un petit peu votre histoire, puisque c'est le jeu, vous avez démarré par des études, vous avez été ingénieur en termes d'études, non même pas ingénieur. Même pas, le terme est faux, mais école de commerce, justement. Un profil financier. C'est ça. Et vous avez démarré d'ailleurs par du contrôle de gestion, si je ne me trompe pas, notamment chez Carrefour. C'est ça. Et puis après, donc en 2009, vous avez eu la première, vous avez été titillé par l'envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Ça s'est passé comment Ça s'est passé que quand j'étais chez Carrefour, justement, j'étais en tant que contrôleur de gestion aux hypermarchés France. J'étais forcément exposée à tout un tas de très belles machines technologiques qui me permettaient de processer les datas et puis surtout d'être dans ce que l'on me demandait dans ma mission, qui était vraiment l'analyse des chiffres. Mais c'est vrai que je ne voyais pas la complexité en fait de la collecte et de la complexité IT en fait qu'il y avait derrière tous ces points de données. Et puis en fait, je suis allée ensuite après Carrefour, je suis allée travailler. J'ai été débauchée par une autre entreprise pour créer tout le contrôle de gestion France. Donc c'était une très belle opportunité pour moi à seulement 25 ans. Et en fait, je suis arrivée dans cette entreprise qui avait pourtant beaucoup de moyens. Et en fait, je dis ok, je suis contrôleur de gestion, etc. Enfin, je viens monter. Quid des outils de business intelligence? Et ils sont où? Et en fait, on me dit écoute, tu vas faire la queue le matin pour récupérer tes fichiers CSV. Ah oui. Ok. Donc voilà. Et en fait, on m'a très gentiment accordé, pour moderniser un petit peu le service, on m'a très gentiment accordé un budget que j'estimais être très 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 important. Sauf qu'avec ce budget-là, j'avais à peine 1 ou 2 licences de ces outils dits de business intelligence et ces logiciels-là. J'avais très peu d'accompagnement pour le mettre en place. Et en fait, là, je me suis
suis dit, mais c'est incroyable parce que chaque entreprise a besoin de piloter son activité. Ce n'est absolument pas moderne. On parle encore... Et à côté de ça, c'était une période où on voyait que Salesforce, par exemple, commençait à prouver qu'il y avait un modèle économique dit SaaS, Software as a Service. Oui, parce que ça, c'était nouveau aussi. Enfin, c'était nouveau. Moi, j'étais dans servi cette... alors que ça n'existait pas encore. Non, voilà. Donc, il y avait Salesforce qui montrait qu'on pouvait commencer à créer des entreprises avec un modèle distribué cloud. Vous aviez des entreprises comme Amazon qui commençaient à lancer Amazon Web Services, qui montraient aussi que les infrastructures technologiques distribuées pouvaient recevoir des applicatifs type business intelligence. Et moi, j'étais aussi dans une génération qui commençait à utiliser tout un tas d'applications avec les premiers iPhones, où je me disais, mais c'est quand même très sympa chez soi avec les applications. Vous vous êtes dit, go, et en fait, là, je me suis dit, voilà, ça a besoin de modernité, ça a besoin d'être distribué, online, etc. Et donc, avec mon cofondateur de l'époque, on ne venait absolument pas du milieu du logiciel, mais on partait du principe qu'après tout, si nous avions ces besoins-là, eh bien, d'autres D'ailleurs, vous m'avez raconté que pour prospecter, vous l'avez fait via LinkedIn, justement. Mais moi, LinkedIn a été mon meilleur ami de chambrée, j'ai envie de dire. Parce que quand on était repartis chez nos parents pour à plus de 25 ans, vous imaginez bien, pour créer l'entreprise parce qu'on n'avait plus de salaire. Oui, moi, je vivais LinkedIn dans la chambre d'adolescent, quoi. Et ça a marché. Ça a marché. C'était très intéressant de voir surtout que le marché français nous boudait directement parce que la data dans le cloud, n'importe quoi, hérésie. Et à côté de ça, le même type de profil, type CTO, enfin DSI, de l'entreprise américaine, même taille, même industrie, on va dire, que l'entreprise française, cet interlocuteur-là nous disait au même moment, c'est génial, c'est le futur de la business intelligence, de l'informatique décisionnelle, il faut absolument que vous nous teniez au courant de vos progrès et on va essayer. Et en fait, très rapidement, voilà, alors qu'on était reparti à Montpellier pour coder en se disant qu'on aurait un développement commercial sur Paris, finalement, on s'est dit, mais finalement, le marché français ne prendra pas avant, en tout cas plus longtemps. Commençons à développer pour le marché américain, depuis la France, parce que c'est pareil, tant qu'on n'a pas fait ses preuves. Mais c'est là où la magie du SaaS et de l'online fait que moi, j'étais déjà fière de me dire, mais en fait, je rapatrie déjà de l'argent de clients étrangers sur le territoire français. Et je me disais, mais c'est magique, cette histoire. J'étais fière. Alors, ça a été magique et ça s'est développé très, très bien pendant plusieurs années, finalement. Mais en 2015, vous avez néanmoins, je passe à l'étape suivante. En 2015, vous avez quand même décidé de vendre et vous avez vendu donc fort bien. Oui, exactement. Alors en fait, ça vous a fait mal de vendre ou c'était bien? Non, mais alors je pense que c'est ce que je dis souvent à plein d'entrepreneurs qui me disent, ah mais regarde Rachel, comment est-ce que je peux faire pour vendre ma société? Je leur dis, alors faut surtout pas se mettre dans une position où tu veux vendre, parce que si tu veux vendre, tu n'es pas dans l'optique de développer ton business et de toute façon, c'est toujours les beaux business qui se font racheter. Voilà, et pas ceux qui ont essayé un autre chemin. Donc, et en fait, nous, ce qui s'est passé, c'est que justement, tous les feux étaient ouverts, la filiale que nous venions d'ouvrir aux États-Unis cartonnait. Et en gros, on commençait à se dire, on va faire une série B, donc en termes de financement, passer à l'étape d'après pour continuer de bien développer. Et c'est à ce moment-là que Zendesk nous a approchés, et ça s'est passé très vite. Et ils nous ont dit, écoutez, voilà, votre produit nous intéresse énormément, voilà ce que nous souhaitons faire. En termes de stratégie, ils nous ont présenté en fait ce qui était finalement sur notre roadmap des années à venir, ce qu'on avait prévu. Et c'est vrai que on parle souvent de fit culturel, et c'est exactement ce qui s'est passé avec des gens très respectueux, et on s'est dit qu'on allait être finalement en très bonne compagnie au sein de ce type d'entreprise. Et moi, je vous avoue aussi qu'à titre d'entrepreneur, enfin en tant qu'entrepreneur, vous dire que vous allez intégrer une belle machine américaine post-IPO, post-entrée en bourse de leur côté, sur des croissances incroyables, en fait, de voir une belle machine de l'intérieur, évidemment, ça attire. Alors ça, c'était une première étape, donc première expérience très réussie. Là, vous êtes resté après pendant 2-3 ans, ou même un petit peu plus, à avoir des activités autres. C'est là que vous avez d'ailleurs été coprésidente de France Digital, vous êtes lancée dans le Business Angel. Exactement. Donc là, vous avez vu un petit peu une évolution du monde de la tech. Vous avez vu une évolution d'ailleurs des femmes dans ce monde de la tech, sans doute. Oui, exactement. J'ai eu le temps aussi et parce que j'avais créé aussi un réseau qui m'a proposé des choses. C'est aussi ça, avancer aussi dans l'entrepreneuriat. C'est aussi rencontrer plein de personnes qui
vous propose aussi des opportunités. Donc, forcément, l'argent de l'acquisition me permettait aussi d'investir. Moi, j'ai préféré tout de suite me dire, moi, aucune thèse d'investissement, je ne suis pas une professionnelle de ça, mais de me dire, faisons au moins, il faut au moins que moi, je dirige cet argent à destination des femmes, parce que des là, femmes entrepreneurs. Votre pourcentage de femmes entrepreneurs dans vos participations est important. Au moins 60%. Voilà, j'en suis plutôt fière. Après, je pourrais faire plus, mais bon, voilà, c'est vrai que j'ai d'autres occasions aussi. Mais voilà, ça, c'était important, en tout cas, d'axer mon action à cet endroit. Et c'est vrai que j'ai pu, en étant aussi coprésidente de France Digital, aux côtés de Jean-David Chamboredon, j'ai pu aussi voir de manière un tout petit peu plus macro ce qui se passait auprès d'autres startups, auprès d'autres. Et c'est là aussi où j'ai vu qu'on était un petit peu au niveau, pas zéro, mais bon, voilà, on n'était pas franchement. On est beaucoup trop bas au niveau de la visibilité qu'on donne aux femmes. Et en fait, cette visibilité-là, dans le milieu de la tech, forcément, elle fait des petits, entre guillemets. Voilà, donc il faut. Et alors, de ce fait, vous avez, enfin, c'est pas lié d'ailleurs, mais c'est simplement parce que vous avez été reprise assez vite par l'envie de repartir dans une nouvelle aventure. Et donc, vous avez lancé maintenant, c'était début 2021, de 2 ans. 2 ans, vous avez lancé Sweep. Alors, Sweep, vous l'avez lancé avec une autre intention, qui était une intention véritablement d'agir par l'engagement que vous preniez en faveur de la transition climatique. Oui. Alors là aussi, en quelques mots, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis, alors pardonnez-moi le vocabulaire, mais je me suis éclatée chez Zendesk. C'était vraiment super. J'ai vu en fait les recettes aussi. Alors est-ce qu'elles sont toutes duplicables? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai vu des recettes incroyables de l'intérieur et je me suis dit, mais si un jour je remonte une entreprise, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Et en fait, le moment est venu où je me suis dit, relance-toi. Sauf que c'était un moment où je me suis dit, mais tu peux pas juste recréer une entreprise pour être profitable. La planète Terre est en train de s'auto de se suicider. Oui, il y a une urgence. Il y a une urgence. Ouais. Et en fait, moi, c'est vrai que j'ai eu un déclic. En lisant un rapport du GIEC. Et c'est là où je me suis dit, mais quand même, toi, tu fais partie des quelques personnes, finalement, qui ont accès à un réseau, qui ont accès à du financement, qui ont accès à des tribunes, qui ont accès à d'anciens codeurs, ingénieurs. Donc, qu'est-ce que tu peux faire de ça? Sauf que moi, je ne sais faire que du B2B, je ne sais faire que du digital. Je ne vais pas réinventer la roue du jour au lendemain, d'accord? Et en fait, le but, ça a été de commencer à interviewer des PDG d'entreprises qui étaient d'anciens clients, leur dire mais qu'est-ce que vous faites et pourquoi, et ça ne va pas plus vite, etc. Et eux m'ont dit, écoute, tu sais quoi, en fait, le carbone, on ne sait pas par quel bout le prendre, on a envie, on a une démarche sincère, sauf que dès qu'il s'agit de comprendre la data, de la transformer en carbone, de la mesurer et surtout de piloter la réduction, on ne sait pas faire, la réglementation, le risque réputationnel sont là, mais on est perdu. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est incroyable, ils me demandent finalement de faire de la business intelligence, de l'informatique décisionnelle, appliquée au carbone. Exactement. Et là, hop, on reprend les équipes. Et vous repartez. Ben voilà, c'est donc votre nouvelle aventure. Alors, vous m'aviez dit, quand on a préparé cette émission ensemble, vous m'aviez dit qu'au départ, vous vouliez créer une marque de vêtements pour enfants. Hein, c'est bien ça? Ah, tout début. Non, ça c'était vraiment... Non, mais c'est amusant, parce que c'était vraiment le tout début quand vous étiez jeune. Bon, finalement, vous n'avez pas du tout fait ça. Non, mais parce qu'à l'époque, en fait, il y avait vraiment un énorme trou sur le marché. Il n'y avait absolument rien sur le sujet. C'était pas le même virage. En fait, vous avez toujours travaillé, vous avez toujours pris le virage digital il y a 20 ans, le virage bas carbone. En fait, ce qui est très drôle, c'est quand j'ai lancé la première entreprise, c'était en pleine crise des subprimes. Là, je lance en pleine récession à venir. Exactement. Et je peux vous dire que les belles exécutions, les belles initiatives et surtout les belles entreprises, elles sont aussi nées dans un univers, dans une certaine adversité. Et c'est pour ça qu'on ira très loin et qu'on sera vraiment l'acteur de l'extra-financier. J'en suis convaincue, Rachel, et je vous souhaite bien sûr le plein succès. Voilà, merci à vous, merci de votre attention. Témoignage. Bien, écoutez, nous voilà à la fin de l'émission, donc j'espère que cela vous a intéressé. En tout cas, comme à chaque fois, finalement, j'en ressors avec à nouveau la mise en évidence que les entrepreneurs ont des solutions de progrès pour notre société et qu'ils vont continuer à le faire. Donc, merci de votre attention. À très bientôt.